Bonsoir à tous, merci de nous avoir rejoints. Alors, je vais commencer par me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Je suis Rachel Lévy, je travaille à la Bibliothèque nationale d'Israël au département éducation et je suis avec Shuvi Hoffman, qui est la directrice du département éducation pour la diaspora. Alors, je vais la laisser juste présenter les actions de la bibliothèque, les actions pédagogiques de la bibliothèque. Elle va parler en hébreu, je vais vous traduire ça rapidement et ensuite on commencera. זהו, שובי, את יכולה להציג את עצמך ואת הספרייה קצת? שלום לכולם, ערב טוב. אני שובי מהספרייה הלאומית, ואני מאוד מאוד שמחה שהצטרפתם אלינו. אנחנו בספרייה הלאומית שומרים את כל האוצרות של העם היהודי. אנחנו בעצם שומרים גם מסמכים, מכתבים, ספרים, מפות, ולנו במחלקת החינוך מאוד מאוד חשוב להפוך את האוצרות האלה שיש לנו בספרייה למעניינים, רלוונטיים, נגישים לקהל רחב, גם לכם בתור מורים וגם לתלמידים שלכם. להראות לתלמידים כמה אפשר ללמוד מהפריטים האלה, מהעבר, וכמה זה רלוונטי עדיין לחיים שלהם. ובמיוחד אנחנו אוהבים לעודד את היצירתיות של ילדים, שיוכלו גם ליצור ולתת את הפרשנות שלהם לדברים שהם רואים. אוקיי, שובי אז אולי אני אתרגם קצת. כן. תודה רבה. Voilà, donc, comme Chouvi vous l'expliquait en hébreu, le but du département éducation de la Bibliothèque nationale, c'est de mettre à disposition un choix de documents qui sont assez inédits, qui existent à la Bibliothèque nationale, et de les mettre à contribution pour les élèves, que ce soit pas seulement pour les chercheurs et pour les universitaires, et pour les mettre à disposition pour les élèves, et pour qu'ils les découvrent, pour qu'ils puissent trouver une connexion personnelle à leur histoire à travers ces documents, et encourager leur créativité et le, et le développement de plusieurs compétences littéraires, historiques et artistiques. Donc tout ça, ça a été pensé d'abord en hébreu, ça a été traduit ensuite en anglais pour les pays anglophones. Et donc depuis 2 ans, je suis donc à la Bibliothèque nationale pour adapter tout ça pour le public français. Voilà, ça c'était très rapidement. Donc pour vous situer un peu notre action à la bibliothèque, tout est basé sur ce qui s'appelle des sources primaires que je vais avoir le plaisir de vous montrer. Donc, tout est basé sur des sources primaires, donc des documents qui sont conservés à la Bibliothèque nationale. On les appelle sources primaires parce qu'elles sont des témoins premiers d'un événement ou d'une période. Et c'est sur donc ces sources primaires-là que nous basons notre travail pédagogique. On va commencer. Shubi atechol להתחיל את השיתוף. Alors voilà, est-ce que juste vous pouvez me faire signe si vous voyez bien mon écran, enfin l'écran de Choubi? Juste me dire si vous voyez. Est-ce que vous voyez l'écran? C'est important, Choubi craqué. Ok, super. Donc voilà. Donc à l'approche du 7 octobre, enfin je vous dis juste un petit peu le plan, on a jusqu'à 9 heures, on a 1 heure pour voir un petit peu ce qu'on peut faire avec les élèves à partir des sources primaires pour cet anniversaire-là, si on peut appeler ça l'anniversaire du 7 octobre. Euh, donc à la bibliothèque, on s'est posé la question, on sait qu'en Israël, on est obligé de marquer ce jour-là. Qu'est-ce qu'on va faire pour cette commémoration? Donc on s'est posé la question, c'est un peu difficile parce qu'en général, quand on parle d'une période historique difficile pour le peuple juif, ou que ce soit, ça peut être aussi, c'est la même chose quand c'est des épreuves personnelles, mais quand c'est aussi une épreuve, on va dire, collective, c'est un peu le même principe. Il faut toujours un temps de recul pour pouvoir en parler. Donc là, le problème, c'était comment en parler si on est encore, en fait, on est encore à l'intérieur de, de cette épreuve. Donc, on s'est beaucoup posé la question, on s'est dit, bon, il faut quand même faire quelque chose avec les élèves. Et on a décidé de se pencher sur la question de
de se souvenir. Qu'est-ce que ça veut dire se souvenir? Qu'est-ce que c'est que ce mot? Qu'est-ce que c'est que cette notion? Et donc, je vous propose de réfléchir à cette question-là et de voir ce qu'on peut faire après avec les élèves. Donc, juste un petit mot sur la bibliothèque, qui est donc dans un nouveau bâtiment depuis la fin du mois de septembre de l'année dernière. On devait faire une inauguration juste après le 7 octobre, donc qui a été évidemment annulée. Là, vous pouvez voir, vous avez une petite vue sur les salles de lecture. Et donc, la Bibliothèque nationale d'Israël est la principale institution de mémoire nationale et elle a pour but donc de réunir le patrimoine national, historique et culturel et se donne pour mission de transmettre ces trésors aux générations futures. Alors, juste pour vous donner un aperçu, il y a plus de 8 500 000 documents, ça comprend des manuscrits, des livres, des posters, des cartes, des photos, des affiches, des partitions, de la musique aussi, une grande collection de musique. Donc, tout ça, c'est conservé, ça vient des communautés du monde entier, de toutes les communautés en Israël. Et c'est ça qu'on utilise donc pour travailler. Alors, juste dans le département éducation, on travaille sur le développement professionnel pour les professeurs, pour les directeurs et aussi pour tous ceux qui sont dans l'éducation informelle. On développe aussi beaucoup de ressources pédagogiques, toujours sur la base des sources primaires. Et on commence à développer dans plusieurs langues. Donc, on a évidemment en hébreu, en anglais, en arabe, en français et allemand et espagnol depuis pas longtemps. Alors, le 7 octobre, voilà, bon, on va rentrer dans le vif du sujet. Le 7 octobre, pour commencer, une photo de la Bibliothèque nationale dans les salles de lecture où ont été installées donc une exposition de chaises vides avec des photos et bon, ça que vous connaissez tous. Donc il y avait la chaise, la photo et ce qui a été rajouté, c'est aussi pour chaque famille de chaque otage, on a demandé quel livre pouvait raconter l'histoire de l'otage, de cette personne, de ce membre de la famille qui était donc toujours dans les tunnels, et pour qu'on puisse mettre un livre et un visage et un nom. Donc, on a une exposition dans les salles de lecture avec la chaise et un livre qui représente, que la famille nous a donné, qui représente et qui raconte un petit peu l'histoire de cette personne. Donc, un otage, une histoire. Et justement, nous, quand on va parler du 7 octobre, on va aussi parler de ce que c'est le souvenir et de ce que c'est raconter une histoire. Je vais dire, donc, depuis un an, pour ce travail-là de souvenirs et de témoignages, depuis un an, la BNI effectue donc un travail de documentation, de recueil de témoignages de victimes, d'otages, de soldats, de survivants. Donc, elle s'est donnée vraiment pour mission de réunir vraiment tout. Ça commence à partir de messages WhatsApp que les gens se sont envoyés depuis Nova, depuis les kibbutzim du Sud, jusqu'à il y a aussi des dessins, des journaux, des images, des films, des vidéos, etc. Donc, et aussi, on demande aussi aux communautés du monde entier de nous envoyer, je vous enverrai aussi le lien, pour savoir comment le 7 octobre a été vécu dans les communautés juives du monde entier. Donc, il y a aussi un travail de recueil de témoignages, pas seulement en Israël, mais dans le monde entier. Donc, c'est un projet d'envergure assez large. Je vous en référerai par la suite tous les liens. Alors, je vous propose de réfléchir à trois choses. D'abord, le zikaron. Donc, voilà, comme vous savez, en hébreu, Yom HaZikaron, ça a plusieurs connotations. C'est donc une journée, là, il y a le Yom HaZikaron qui a été fixé comme journée nationale du souvenir pour les soldats, pour tous ceux qui sont tombés dans les combats en Israël. Donc, c'est un jour qui a été institué euh, comme jour du souvenir. On a les connotations aussi, évidemment, de Yom HaZikaron dans nos textes dans la Bible, donc dans la Torah, Rosh Hashanah, qui est le jour du souvenir. Donc, on va essayer de parler du souvenir. Quelle est d'abord sa fonction? On va essayer de parler aussi du récit. Quand on parle de souvenir, évidemment, on parle aussi de récit, quand un événement devient mémoire. Et on va essayer aussi, finalement, de résumer et de conclure en réfléchissant sur le passé. Qu'est-ce qu'on doit se rappeler du passé? Comment il influe le présent?
et aussi comment une épreuve particulière devient aussi une mémoire collective et ce qu'on fait avec ça. On va commencer. Shiva be'October. Quand on parle en hébreu, Shiva be'October, 7 octobre. Donc, on a le mot Shiva qui nous renvoie évidemment au rituel de deuil euh, dans le rituel de deuil, donc dans la religion juive, qui est un rituel très cadré. Donc, en même temps, on a donc le souvenir, le récit, mais qui est cadré dans le temps. On a un cycle d'abord de 7 jours, de 30 jours, et ensuite de 11 mois. Et ensuite, après, on dit qu'à la fin des 12 mois, pour quelqu'un qui perd un proche, il faut qu'il se relève. Donc, au début, on est assis, ça dure 7 jours, un cycle de 30 jours, 11 mois, et ensuite, on doit se relever et on doit continuer. Donc, la mémoire, le souvenir, le deuil, c'est cadré dans le temps. C'est pas, on ne s'y noie pas, on ne s'y perd pas. Ça, c'est très important comme base. Et on va aussi voir comment on peut aborder ça avec les élèves. Alors, on va commencer par voilà, une des sources primaires à la bibliothèque. Vous avez ici il y a une grande collection de cartes postales. Donc ça, c'est une carte postale qui a été dessinée enfin photographiée par un photographe juif polonais au 19e siècle et voilà, qui représente Tisha B'Av à la synagogue en Pologne. Donc, on a donc le cycle de deuil. Tisha B'Av, qui est la commémoration on va dire, le deuil national de la nation juive, la destruction du temple, premier temple et deuxième temple, où les gens sont assis, sont en deuil. Et donc, il y a l'acte de deuil, l'acte de s'asseoir, l'acte de pleurer, de raconter, de se rappeler. Et à la fin, en se rappelant qu'on a une responsabilité, se souvenir, c'est une responsabilité pour transmettre aux futures générations. Et à la fin du jeûne, c'est aussi important de se rappeler, à la fin du jeûne, à la fin de Tisha B'Av, à la fin de ce deuil national, on a aussi après avoir été assis toute la journée, un moment, et avoir lu les keynotes, les lamentations, on se relève. À la fin de la journée, on se relève et la vie continue. Donc déjà ça, on peut aborder avec les élèves. Voilà, comme vous voyez, donc ça, toujours dans l'idée du récit. Là, vous voyez la Megillat Echa, le premier chapitre de la Megillat Echa, qui est la Kina, le premier chapitre des Lamentations qu'on lit à Tisha B'Av. Ce qui est intéressant de noter, c'est que ça aussi, on peut voir avec les élèves. On l'a fait en Israël, enfin, on l'a fait avec des groupes qui venaient à la bibliothèque. C'était intéressant de voir que la Megillat Echa, elle commence par le Aleph Bet. Si vous regardez, chaque verset des Lamentations, ça commence par Aleph, ça continue et ça va jusqu'au Taf. Donc, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, He, Vav, l'alphabet hébraïque. Chaque ligne des lamentations commence par une lettre de l'alphabet. Donc, c'est important aussi avec les élèves de voir comment les mots sont ordonnés, comme si les événements de la période de la destruction du temple ont été ordonnés. Il y a un ordre dans les événements, il y a un ordre dans le récit aussi. On raconte avec un certain ordre, avec le Aleph Bet. Ça construit déjà le souvenir, ça donne une structure au souvenir. Et donc les mots sont structurés, le souvenir est structuré, la mémoire est structurée. Et on va voir à quel point c'est important de conserver ça. Et donc, sur le modèle, donc j'ai pris d'abord évidemment le Tisha B'Av parce que c'est vraiment l'exemple type l'exemple type du deuil national, d'accord, qui est le symbole de la destruction du temple et de et d'un jour où le peuple entier se rappelle, se souvient et raconte. Et donc j'aimerais vous montrer, שובית מראה Akina, אנחנו לא רואים עכשיו. Ah, ok. Donc, ce que j'aimerais vous montrer, c'est sur le mode de la kina, donc des textes de lamentation de Tisha B'Av. À la Bibliothèque nationale, on a accueilli, donc, peu après le 7 octobre, on a accueilli un grand païtan. שנייה, שומעים את זה?
קצת יכולה לעשות פוז? והושחת כל פרי. תודה רבה. Donc un Paytan qui est venu à la Bibliothèque nationale avec l'Orchestre Philharmonique de Jérusalem, et ils ont composé ce qui s'appelle, ça aussi c'est rentré dans la collection de la bibliothèque, ça aussi avec les élèves on peut leur montrer. Ça commence par le même mot des lamentations de Tisha B'Av. Il est venu avec l'Orchestre Philharmonique et donc il a composé cette kinat, ça s'appelle Kinat Be'eri, donc la kina, la lamentation de Be'eri, du kibbutz Be'eri dans le sud. Et j'aimerais juste vous montrer, vous faire écouter deux petits morceaux. אז שוב אפשר להשמיע את הראשון. קצת לפני, טיפה לפני הנה פה, מעולה. תודה רבה. איכה ברי, הפכה לקברי, ויום מאורי, הפך שחורי, והושחת כל פרי, ונהפך שירי, אני נובע מים מעומק שברי. Juste vous montrer la fin. Voilà, donc ça, c'est un exemple de ce qui a été fait après le 7 octobre à la bibliothèque. C'est juste après, donc c'est assez émouvant. Donc ça aussi, on peut utiliser ça avec les élèves et leur montrer qu'on peut utiliser un texte pour exprimer une épreuve collective actuelle. On peut déjà utiliser un texte antique, un texte qui est rentré dans notre patrimoine et dans notre histoire, pour exprimer une épreuve collective, pour exprimer un deuil collectif. On peut leur montrer donc comment on peut utiliser aujourd'hui le même système. Okay. On peut utiliser, et donc aussi on peut leur faire remarquer qu'ils ont utilisé le même mot Eicha. Eicha, c'est en même temps c'est comment c'est possible qu'une chose pareille soit arrivée. Ayeka, on peut aussi le lire Ayeka, où étais-tu, où es-tu, ça exprime vraiment, c'est un mot qui exprime la détresse, la question et la douleur. Donc on peut leur montrer aussi, on peut leur montrer deux choses, on peut faire deux choses avec les élèves sur ce modèle-là. Utiliser le mot Echa, on peut le faire en français, et puis comment c'est possible, ou comment est-ce arrivé, ou que s'est-il passé, et déjà la première chose qu'ils écrivent. Ils écrivent, eux, comment ils vivent la chose, et sur le modèle de Echa. Après, on peut leur dire aussi de faire une frise chronologique, de la même façon qu'il y a un Aleph Bet dans le récit du souvenir, d'abord ils peuvent écrire tout ce qui leur passe par la tête en désordre, et ensuite on peut leur demander de l'ordonner, de faire un genre de frise chronologique, de faire une frise du temps pour cadrer la manière dont eux ont vécu la chose, de le cadrer dans le temps. Je vous ai ramené aussi un deuxième document que j'ai trouvé en préparant ce webinaire qui m'a émue. Alors, je vais vous le montrer. C'est un document, donc un manuscrit sur parchemin. Je vous invite à l'observer déjà et à voir, sur le même principe de Echa, de voir les mots qui sont soulignés en bleu et d'essayer de
déchiffrer pour ceux qui arrivent un petit peu à... C'est de l'hébreu un peu ancien, mais c'est deux petits mots qui ont une connotation aussi de question. Donc, si vous voyez à chaque fois, si quelqu'un veut lire, si quelqu'un veut allumer son haut-parleur pour le dire, ou bien l'écrire dans le chat. Et aussi, si quelqu'un arrive à lire le texte, à lire Chouette et la rote est à côté, si quelqu'un arrive aussi à déchiffrer le presque. Alors, ma'ata, c'est presque ça. Juste, je vous donne une allusion au milieu entre, il y a ma, ça bon, effectivement, c'est un mem et un he. Et le deuxième mot, c'est un aleph au milieu. Donc, en fait, le mot qui revient à chaque fois, c'est mazot. Alors, ça prend du temps à déchiffrer. En fait, on peut aussi demander aux élèves de faire comme un rébut, d'essayer de déchiffrer un texte ancien en leur donnant une grille de code. Par exemple, vous leur montrez une lettre, vous leur dites, voilà, ça c'est un taf, ça c'est un hé. Ils peuvent entourer tous les hé qu'ils trouvent, ensuite tous les aleph, en essayant de retrouver à chaque fois le même signe. Moi, c'est comme ça que j'ai fait pour essayer de déchiffrer ça, jusqu'à que tout ce que vous voyez en bleu, à chaque fois, c'est mazot, 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 mazot. Qu'est-ce que c'est que ça? Donc, c'est sur le même principe de echa. Comme Donc, encore une fois, on voit, donc on va bientôt voir à quel propos a été écrit, à quelle période a été écrit ce texte. Le titre, je ne sais pas si quelqu'un voit et si quelqu'un arrive à le lire, c'est Kina al-Shmad Castilla. Donc, c'est en fait Kina, c'est donc une lamentation sur l'expulsion des Juifs d'Espagne. Et donc on a reçu ça à la Bibliothèque nationale et c'est un manuscrit dont un auteur inconnu. Je ne sais pas si vous voyez, mais je vous ai mis en vert les parenthèses en vert. Donc, on a Mazot, Mazot, Mazot. Qu'est-ce que c'est que ça? Comment c'est possible? Mazot, Hayom, Bara, Elohim. Asa Et Elohim, non? Bara, tu vois, je sais pas, en haut. Mazot, Asa Elohim, Oui, ça c'est la Lano. première ligne. Voilà. Et en dessous, Miyom, Bara, Elohim, Ouais. Adam. Ah oui, Adam, ouais. Voilà, troisième ligne, Ala Yehudim. Voilà, j'ai pas réussi à tout déchiffrer, mais en tout cas, ce qu'on voit dans les parenthèses, je sais pas si quelqu'un arrive à lire dans les parenthèses vertes, là, ce que j'ai souligné en... Keilot Castilla, non? Voilà, Kol Keilot Castilla. C'est comme ça voilà, on a découvert que c'était donc un manuscrit d'une kina, ça s'appelle kina, donc lamentation, et c'était à la période donc, de l'expulsion des Juifs d'Espagne. Et donc, c'est de la communauté de Castilla. Et donc, il décrit toutes les épreuves que leur communauté ont traversées. Voilà, Shuvia Techolala Avir. Voilà, on a encore Mazot. Donc, avec ces documents-là, montrer aux élèves aussi à quel point aussi on a comme un refrain qui exprime ce désarroi, cette douleur, ce deuil. Et leur montrer aussi qu'on a déjà des documents, on a déjà des textes qui expriment ça. C'est pas, entre guillemets, c'est pas nouveau. Donc, déjà leur faire, leur montrer ça, leur montrer qu'on a déjà des textes qui expriment ça. Et aussi, encore une fois, que c'est ordonné. Il y a un ordre dans le récit. Et aussi, c'est toujours aussi cadré dans le temps. On se rappelle toujours de la Shiva, d'accord? Shiva d'October, la Shiva, c'est toujours cadré dans le temps. Il y a une limite aussi à ce deuil et à ce souvenir. On va continuer donc avec la notion de kina, de lamentation. Voilà, donc ce que je dis, kina, donc c'est expulsion des Juifs d'Espagne, un auteur inconnu, Chouvier Charles avant. Et donc, on a parlé déjà de la destruction du temple, du modèle de la kina, de la lamentation qui était faite selon l'ordre alphabétique, Aleph, Bet, Gimel. On a parlé du souvenir qui doit être cadré dans le temps, qui doit être cadré aussi, qui est structuré aussi, qui a un ordre. Il y a un ordre dans le chaos. Avec les mots, on essaye de mettre un ordre dans ce chaos-là. Et là, je vous propose de découvrir un autre texte que j'ai aussi découvert, que j'ai beaucoup aimé, de Yehuda Amichai, donc un poète israélien. On peut dire qu'il est un peu un des poètes nationaux avec Bialik. Donc, je vous ai mis la traduction.
Et il parle du souvenir. Comme le pays, voilà, en Israël, c'est vraiment le rythme de l'année est marqué par des jours du souvenir. Il y a le souvenir de ci, le souvenir de ça, le souvenir des soldats, le souvenir de la Shoah, le souvenir... Voilà. Et on a comme ça un genre de poème un peu doux amer sur cette notion-là du souvenir. Donc je vous le lis vite. Que la colline du souvenir se souvienne à ma place, elle est là pour ça. Que le jardin commémoratif se souvienne. Que la rue portant le nom se souvienne. Que le monument se souvienne. Que le lieu de prière, donc la synagogue au nom de Dieu, se souvienne. Que le rouleau de la Torah se souvienne. Que le Iskor, donc la tefila qu'on dit pour les morts, se souvienne. Que les drapeaux se souviennent. C'est linceul multicolore de l'histoire, les corps qu'ils enveloppent, une erreur de frappe, réduits en poussière depuis longtemps. Que la poussière se souvienne, que les ordures se souviennent. Laissez le placenta se souvenir. Que les bêtes des champs et les oiseaux du ciel mangent et se souviennent, qu'ils se souviennent tous pour que je puisse me reposer. Donc ouais, ça m'a, voilà, j'ai trouvé que c'était important aussi de rappeler aussi l'autre côté plus personnel, plus émotionnel du souvenir. On sait qu'on a dans notre tradition le souvenir, les Shiva, des jours, chaque année on se rappelle du temps. Mais aussi voilà, quand on se rend compte de tout ce dont on doit se souvenir, il y a des moments où on se dit on n'a plus envie de se souvenir, il y a des moments genre laissez-nous tranquilles, qu'on vive tranquille. Le souvenir est trop lourd, le souvenir est trop compliqué. Et donc, j'aimerais juste aussi passer à un autre aspect du souvenir, le souvenir plus personnel. Là, Yehuda Amichai nous parle de son expérience personnelle en tant que personne, en tant qu'individu. Je n'ai pas la force de me souvenir. Et donc, j'emboîte la prochaine étape. Et donc, comme moi, à mon niveau personnel, en tant qu'individu, je n'ai pas la force de se souvenir, que les autres se souviennent pour moi. Comme s'il y a un moment où le collectif, le souvenir collectif, prend la place sur le souvenir individuel. On peut aussi appliquer ça à la tradition de Tisha B'Av, du 9 Av, de se souvenir chaque année, où si le souvenir national, le souvenir collectif n'avait pas été institué, le souvenir personnel, avec les années qui ont passé, avec voilà, avec le temps qui passe, l'expérience personnelle, le souvenir personnel ne suffit plus. Donc tout à coup, on voit l'importance de l'institution de ce souvenir collectif qui vient aussi souvent prendre la place d'un souvenir personnel. Alors à propos du 7 octobre, là on est en plein dedans. Donc comme je vous ai dit à propos du travail de la bibliothèque par rapport aux témoignages qu'elle recueille, on a plein de souvenirs personnels, plein de souvenirs de ce qu'on appelle à la bibliothèque les sources primaires, donc de première main. Et, euh, et donc maintenant, j'aimerais voir avec vous aussi la différence entre le personnel et le collectif. Et comment aussi parler de ça avec les élèves. Si quelqu'un a une question, vous pouvez m'arrêter, parce qu'en plus, je ne vois pas aussi vos visages. Donc voilà, c'est plus Oui. ouvrir les caméras. Mais si vous avez des questions ou quoi, vous m'arrêtez. Chouvi Efshara Bashir. Et donc, à propos aussi, donc là, voilà, on a vu pas mal de choses. Et donc, à propos du souvenir personnel, du souvenir collectif et du deuil, qui est toujours encore une fois cadré dans le temps avec un ordre, okay, représenté par le Aleph-Bet de Echa. Je vous propose aussi, voilà, j'ai pas traduit parce que c'est un peu long, mais je vais voilà, c'est un peu comme une histoire dans Baba Batra, donc dans Masechet Baba Batra dans le Talmud, donc page 60, la la page bête. On a l'histoire de, alors il faut juste que je retrouve la ligne. Ah, voilà. Donc, au moment de la destruction du deuxième temple, au moment de la destruction du deuxième temple, il y a plein de gens qui se sont dit, voilà, nous, on va arrêter de manger de la viande, on va arrêter de manger du vin, parce on peut plus manger de vin, on peut plus manger de viande, on peut plus boire de vin, on peut plus manger de viande si, avec le temple qui vient d'être détruit. Là-dessus, Rabbi Yoshua leur tombe dessus et leur dit, mais pourquoi vous arrêtez de manger de la viande, pourquoi vous arrêtez de manger du vin?
Il dit, est-ce qu'on peut manger est-ce qu'on peut manger de la viande alors que cette viande-là, on l'utilisait pour les sacrifices du temple et le vin aussi qu'on rajoutait à chaque fois sur l'autel. On peut plus, ça n'existe plus, tout a été détruit. Comment on peut continuer à manger de la viande et à boire du vin? Donc là-dessus, il leur répond, Rabbi Yoshua. Il leur répond, est-ce que vous allez arrêter de boire? Est-ce que vous pouvez continuer à vivre sans boire? Pourtant, alors ils leur disent non. Ils leur répondent, bah non, on ne peut pas. Ils se taisent, ils réfléchissent à la question, ils disent, bah oui, au Beth Amikdash, au temple aussi, on versait de l'eau aussi sur l'autel. Qu'est-ce qu'il a voulu leur dire? Donc la Gemara continue, etc. Qu'est-ce qu'il a voulu leur dire? Qu'est-ce qu'il a voulu leur dire par là? Ok, on a cette destruction-là, on a institué un souvenir, on a institué un rituel de deuil, mais n'en faites pas trop. En fait, ce qu'il voulait leur dire, n'en faites pas trop. Encore une fois, on revient à l'idée que le deuil, le souvenir, il est toujours cadré. Il ne faut pas qu'il dépasse la mesure aussi instituée. Donc, c'est pour ça que c'est important de mettre de l'ordre dans les événements, dans le souvenir et dans le rituel aussi, dans le deuil. Parce qu'après, la vie continue. Donc ça, on peut aussi travailler ce texte-là avec les élèves. Vous trouvez la traduction, je pense, dans Sefaria et la version en français. Et le dernier, à propos du jour du souvenir, parce que voilà, il faut qu'on aborde la deuxième partie, le dernier, on va dire, la dernière source à propos du souvenir, peut-être que même j'aurais dû commencer par là. On a parlé de Tisha B'Av, on a parlé de Yehuda Amichai, mais quand on parle de Zikaron, quand on parle du mot Zikaron, le jour du souvenir qui a tellement de connotations en Israël, si on regarde dans les sources de la Bible, donc les sources, on va dire les sources premières, le jour du souvenir dans la Torah, c'est dans la Bible, dans les versets de la Bible, on parle de Rosh Hashanah. Donc, Daber el-Bnei Israël est mort, voilà, Dieu qui dit à Moïse, parle au peuple d'Israël, et tu leur diras que dans le 7e mois, premier jour du 7e mois, ce sera Zichron 3, ce sera le souvenir, ce sera le jour du souvenir, ce sera le souvenir de la terroir. Après, bon, il y a plein d'explications sur ce que c'est ce chauffard-là, le son du chauffard, etc. Mais en tout cas, c'est la notion de souvenir, la première fois qu'on la voit dans la Torah, enfin, dans la Bible, c'est à propos de Rosh Hashanah. Et donc, aujourd'hui, quand on parle de Yom HaZikaron, ce mot-là de Yom HaZikaron qui est dans les versets qui parlent de Rosh Hashanah, donc c'est en même temps le jour du souvenir, mais c'est aussi le jour enfin c'est la nouvelle année, c'est le mot Shana, il veut dire année, il veut dire aussi répéter, quelque chose qu'on répète, il veut dire aussi le shinouï, le changement, donc c'est un moment qui est propice au changement, une possibilité de changement. Et c'est devenu Zikaron, c'est devenu aussi le souvenir, la commémoration. Et donc ensuite, après, on passe à Tisha B'Av, donc le symbole du deuil, etc. Donc en fait, ce qu'on a fait aussi avec les élèves, ce à quoi on leur demande aussi de réfléchir, tu vois, d'abord, c'est quelle différence entre le Zikaron dans la Torah, donc à propos de Rosh Hashanah, et le Zikaron dans la tradition rabbinique, dans la tradition historique, et même le Zikaron d'aujourd'hui. On a d'un côté le Zikaron de Rosh Hashanah, et d'un côté, voilà, qui est qu'est-ce qui se passe à Rosh Hashanah. Alors après, ça vous ouvre des pistes, voilà, chacun peut prendre ça là où il veut, hein, par rapport à Rosh Hashanah. Le Zikaron, on demande, voilà, c'est quelque chose qui est plus centré sur l'individualité. L'homme par rapport à lui-même, par rapport à ses actes, par rapport à ce qu'il est, qui est-il? Qui est-il par rapport à son peuple? Qui est-il par rapport à ce qu'il y a au-dessus de lui? Il y a le côté dans la prière de Rosh Hashanah, on dit voilà, que tu te rappelles de nous et que nous on se rappelle de toi. Donc il y a comme un aller-retour entre l'homme et ce qu'il y a au-dessus de lui, entre l'homme et Dieu. Et donc, il y a une demande de souvenir mutuel. Donc on a plus un souvenir qui est individuel, un souvenir qui est plus centré sur l'homme, sur ce qu'il est. Et après, quand on passe à la dimension de Tisha B'Av, c'est plus un souvenir qui est collectif, un souvenir, on peut dire, souvenir national, ça fait un peu bizarre, mais
un souvenir qui est plus collectif. Donc, on a le souvenir individuel, l'idée du souvenir individuel et l'idée du souvenir aussi au niveau de la nation, au niveau du peuple, au niveau du collectif. Donc, on a ces deux notions-là de zikaron sur lesquelles on peut travailler. Et voilà. Ensuite, bon, on a parlé du souvenir, on a parlé du deuil, et on arrive à la résilience. Bon, c'est un mot que j'ai hésité à le mettre, parce que bon, je ne sais pas trop ce qu'il veut dire, mais bon, il faut bien s'appuyer sur les mots pour avancer. Donc, c'est celui-là que j'ai trouvé. Il vient du mot voilà, résilio en latin. Et ce qui veut dire, c'est intéressant, ça veut dire sauter en arrière. Et ça, c'est ça qui m'a intéressé quand j'ai vu ça. Ça s'appelle, enfin, le mot résilience, à la base, c'est sauter en arrière, mais ensuite rebondir et résister au choc et à la déformation. Oui, bien sûr, vous pouvez poser une question. Alors, je sais pas, tu m'entends là? Ah, Ruti, ouais, ça va, je savais que c'était toi. Ouais. Salut. Vous n'avez pas du tout abordé le sujet de Zecher et Asher Asa Lecha Amalek. Comment tu Ouais, peux... ah, ça, c'est encore un autre, complètement autre chose. Ouais. Ça, c'est se rappeler du doute pour ne pas oublier qu'il y a toujours le doute, etc. Donc, ça, c'est encore, ouais, mais c'est vrai que c'est aussi un zikaron, tout à fait. Ouais. Ouais, On peut tout à fait aussi en parler aussi avec les élèves quand on fait toutes les occurrences du zikaron dans la Torah. C'est vrai. Mais ça ouvre tellement sur une autre piste que voilà, on essaye de se centrer, quoi. Mais c'est vrai que c'est tout à fait une notion dont il faudrait aussi parler avec les élèves. Ouais, je suis d'accord. Ouais, Bati? Ouais, non, à propos du Zikaron de Rosh Hashanah, j'aurais plutôt fait une distinction entre Rosh Hashanah, c'est le Zikaron bah, de nos mérites, Ouais. pour que ça se transforme en bien pour nous, voilà, que chez nous, il est Torah pour l'année, alors que les autres deuils, de manière générale, le Yom HaZikaron, on parle de journée de souvenirs, de deuil, de malheur, et que c'est fondamental. Finalement, Rosh Hashanah, on ne rappelle pas du tout de deuil, on rappelle Mamash, au contraire, des actions de mérite. Oui, Contrairement. il y a aussi l'idée que Rosh Hashanah, c'est, si on parle de Zikaron, qui fait passer chacun, qui regarde enfin, tu vois, qu'il y a comme une introspection de chaque personne, de chaque acte, de jugement, il y a quand même... Non, donc, il y a ça. Mais quand tu regardes bien, hein, dans les Hérodotes, on te dit on commence par les mérites, le mérite d'Abraham, le mérite de Oui, Rachel, le mérite, les mérites, les Nahon. mérites, les mérites. Zachor, 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 tous les mérites. Et quand tu me dis, bon, Bechol Baeolan, Yavron, Lefanecha, qui venait Maron, certes, on passe l'un après l'autre. Alors, mais c'est pas. Genre, souviens-toi de nos pères, de nos ancêtres, pour avoir pitié de nous en tant qu'individu. Après, oui, après, il y a toutes ces notions-là de Zikaron. C'est vrai qu'ils sont pas du tout centrés sur le deuil, plus sur... c'est pour ça que j'ai parlé d'introspection, plus d'individualité, puisque c'est chaque personne qui se retrouve avec soi-même, on va dire, tu vois, c'est un moment-là où tu es avec toi-même, c'est une occasion d'être là, donc plus individualiste. Je sais pas si c'est Ouais, le bon tout à mot, fait. mais plus individualiste. Après, voilà, la manière dont le chauffard aussi, c'est l'idée que c'est une voix qui vient te toucher toi en tant que personne, pas qui vient te toucher toi en tant qu'individu dans le plus profond de ton être. Donc ça, c'est après, c'est vrai que voilà, le noussar, le rituel de tout ce qui va nourrir le souvenir, c'est pas du tout du deuil. Je suis d'accord, Maran, Maran. Pas du tout du deuil. Mais c'est pour ça justement avec les élèves, moi, j'aimerais ce à quoi je pense, c'est voilà de leur montrer Zikaron Rosh Hashanah, le Zikaron qu'on appelle Zikaron aujourd'hui, et qu'ils fassent la comparaison, tu vois, qui ait une discussion Ouais, là-dessus. Et, ouais, euh, ouais, tout à fait. et voilà, après, il y a aussi il y a plein de sources visuelles qu'on peut utiliser. Alors, comme le temps passe, on va continuer. Donc, on a parlé de deuil, on a parlé de souvenirs. Et maintenant, j'aimerais plus parler de récit. Voilà, pour faire la transition avec le récit qu'on fait, voilà, à propos du 7 octobre, qu'est-ce qu'on va raconter? J'aimerais commencer par un extrait de ce qu'a publié Sheli Shem Tov, qui est la mère de Tomer Shem Tov, qui est toujours captive du Hamas.
Et donc, quand on parle de récit, quand on veut aborder le récit, évidemment, on pense à Pessah, hein, Veiga d'Etal et Bincha, la Haggadah, le récit, voilà, donc qui constitue la mémoire, le souvenir, mais qui est basé toujours sur le récit, donc les mots qu'on va dire. Et voilà, je vous ai traduit ce qu'elle a dit juste avant Pessah. Yehi ratzon sheyitkaimu bechol chatufa ubechol chatuf kol leshonot hageula. Je passe au français. Alors, c'est moi qui ai traduit, hein, c'est pas qui m'a traduit, mais voilà, ce que j'ai pu. Parce que chaque graine de rédemption se réalise chez chaque captif. Alors, j'ai fait exprès de mettre rédemption parce que pour traduire le mot Géoula par rédemption. Le récit qu'on raconte donc le soir du Seder, c'est un récit de rédemption, un récit rédempteur, de voir qu'on était captif, le peuple juif était captif en Égypte, et tout ce qu'il a traversé pour acquérir sa rédemption. Et donc, on parle de langage de rédemption. Donc voilà, c'est ça qu'a utilisé donc Sheli Shem Tov, ça que je trouve qui est intéressant. Et donc elle dit, à propos de Pessah, elle disait, fasse que chaque graine de rédemption se réalise chez chaque captif. Et je délivrerai, je libérerai, je rachèterai, je prendrai, j'apporterai. Donc elle a utilisé les mots, encore une fois, elle s'est appuyée sur des mots qui existent déjà dans nos traditions pour exprimer son deuil personnel. Puissent-ils tous retourner dans leur famille en bonne santé, puissions-nous tous les revoir avec une joie inégalée, bientôt de nos jours. Amen. Donc ça, c'était pour introduire l'idée du récit. Maintenant, voilà, Chouvi Charles Lavor, ouais, il connaît chez Chanel Malé de Et je vous propose de voir un blog, on va faire ça rapidement, un blog qui a été constitué à la Sifria, à la Bibliothèque nationale, à propos de à qui est destinée la chaise vide à Pessah. On va la transition avec Sheli Shem Tov. Alors, une seconde. Voilà. Donc, un blog, juste avant Pessah, en 2023, donc le Pessah qui vient de passer, un blog à la bibliothèque qui a été constitué sur des sources primaires de la bibliothèque pour, pour commencer à raconter bon, c'était un Pessah particulier, évidemment, et qui est parti de l'habitude, donc là, ce que vous voyez, Inefcha, l'onglet, parler de la chaise vide qu'on laisse à Pessah. Il y a aussi le kos qu'on rajoute à Pessah. Et donc, la tradition, c'est voilà, la chaise vide pour le prophète Élie. D'accord? Comme ça, c'est dans la tradition, on rajoute une chaise. On attend, on attend quelqu'un qui représente la rédemption, comme si la rédemption est toujours en attente. Donc, pour parler de cette tradition-là, voilà, je vous ai ramené sur ce lien, donc on avait plusieurs sources primaires réunies. Là, vous voyez Veiga d'Etal et Bincha. Donc, toujours cette notion de récit à propos d'un deuil, à propos d'une épreuve. Donc, encore une fois, donc ça, c'est en fait, c'est à propos avant la tombée du rideau de fer en Russie, quand les Juifs de Russie étaient complètement enfermés, envoyés à l'armée, envoyés dans les camps, etc., qu'ils n'avaient plus le droit de sortir de Russie. Il y a eu plein de mouvements juifs qui se sont formés en diaspora, en dehors de Russie. Et en Israël, voilà. Donc ça, c'était une des associations qui avait été créée en Israël, les Yad Etal et Bincha, les Yad Shulchan Seder Pesach, Moula Kisa Panoui, Kes El Dami, les Yehuda Russia, Shalach et Ami. Il y avait comme ça une association qui ont lancé dans le monde entier, voilà, mettez une chaise à votre Seder pour qu'on soit tous ensemble, qu'on ait un geste pour les Juifs de Russie qui n'arrivent pas à sortir de Russie. Passe rapidement, ça a été un truc vraiment très développé qui a eu de l'écho aussi en Amérique, aux États-Unis et en Israël surtout. Voilà, donc je passe, voilà, toujours cette idée, vous avez là une Regashnia Chouvé chez Hiro. L'idée toujours de une chaise vide qui représente la rédemption à venir. Voilà, Akissé chez Elia ou Zachor Latov. Voilà, ça c'est aussi dans la collection de la bibliothèque. Et donc, il y a eu ce mouvement-là, les deux Asiretzion, de ce dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et je ne sais pas si vous remarquez, mais on a des The Are the Prisoner. Voilà, vous avez des images de gens qui ont essayé de venir en Israël, qui ont été attrapés par les autorités russes, qui ont été envoyés dans des camps. Leurs photos étaient publiées. Donc, ils s'appelaient les Asiretzion, les prisonniers de Tzion. Donc, on a vraiment ça ressemble aux photos des captifs d'aujourd'hui. Voilà.
les manifestations dans les rues de New York, et aussi شو بيتي خلاص كلا غادي نزوق خاطر faisait pour ça. Ok. Voilà, là, vous avez en 1969 une filla qui a été sortie à lire le soir du Seder de Pessah, que le soir du Seder de Pessah, on lise ces lignes-là en hébreu pour qu'on se rappelle avec le symbole de la chaise vide, qu'on n'oublie pas et qu'on se rappelle des Juifs toujours en Russie qui ne peuvent pas, qui étaient complètement bloqués, qui ne pouvaient pas sortir, et qui ne pouvaient pas faire Pessah, qui n'avaient pas le droit d'être Juifs tout simplement en Russie. Et donc, voilà, ça c'est aussi conservé à la bibliothèque, donc c'est une source primaire de 1969. On va passer encore, voilà. Vous avez la chanteuse Yardena Arzi, non pardon, Ofra Chaza, qui chante au Eichal Sport en Israël, Shalach et Ami justement pour les Juifs de Russie qui ne pouvaient pas sortir. Shalach et Ami, ça a été aussi le slogan de Golda Meir à cette époque-là. Renvoie mon peuple, d'accord? Juste, שנייה שובית, יכולה לחזור שנייה אחורה, אני רק רוצה להראות משהו. On a aussi une photo ici de la femme de Sharansky. עוד אחד? לא, למעלה. La femme de Sharansky qui est aussi dans les rues de New York qui sortait pour que son mari soit libéré. Sharansky qui était aussi prisonnier en Russie. Voilà, donc on a aussi des images de Pessah à Moscou, des gens qui faisaient le Seder à Moscou avant le rideau de fer. Voilà, donc toujours ces mêmes images. Voilà, donc il y a toujours cette idée-là de la chaise vide pour se rappeler des captifs. On irait, mais toujours la même chose. Assyrian. Voilà. Donc là, bon, il y a toute l'histoire d'une femme aux États-Unis qui avait vécu en Russie, qui est sortie, qui est allée aux États-Unis, qui raconte. Donc on a tout son témoignage. Elle a réuni plein de photos. Elle les a envoyées tous à la Bibliothèque nationale. Donc on a toute la collection à la Bibliothèque nationale. Et donc on voit que ce rituel-là, voilà, c'est les chefs des otages. Voilà, ça a déjà existé. C'est quelque chose qui a déjà été utilisé. On est déjà passé par là. Et donc, on peut s'appuyer aussi sur des choses du passé. Donc, le souvenir aussi, c'est une manière c'est pas seulement de se rappeler combien c'est dur, c'est aussi de se dire, voilà, on est déjà passé par là, on a une manière d'exprimer cette épreuve-là. Le passé nous sert à nous appuyer. On peut s'appuyer sur le passé justement pour exprimer quelque chose alors que souvent on n'arrive pas à trouver les mots. Donc toujours pour continuer sur le récit, à partir de quel moment l'expérience se transforme-t-elle en mémoire? Donc ça, on peut parler aussi avec les élèves qui puissent parler d'une expérience qu'ils ont eue. Déjà, quand un élève, quand un individu traverse une expérience, déjà, comment il va la traiter et à quel moment ça se transforme en mémoire, à quel moment ça se transforme en collectif. Charles Avir, Chauvet. Donc déjà, on part du personnel, voilà, tous les témoignages qu'on a eus du 7 octobre. Alors, vous avez aussi sur le site de la bibliothèque, vous avez plein de témoignages du 7 octobre, des dessins d'enfants, voilà, c'est vraiment pour tous les niveaux. On a des choses un peu plus, des articles de journaux, des films, des vidéos, des témoignages, etc., qui sont aussi à la disposition des professeurs qui peuvent l'utiliser pour leurs élèves. Et je vous enverrai le lien aussi. Donc déjà, l'idée d'une expérience personnelle, c'est déjà, il faut donner du sens. Parce que, voilà, un individu, un être humain, il a besoin de donner du sens. Il ne peut pas traverser quelque chose sans donner du sens, c'est impossible. Donc il doit déjà, la première chose, encore une fois, on revient toujours au même principe, c'est raconter. Déjà, il faut décrire, raconter, parler, raconter. Toujours le zikaron, le souvenir et le récit sont toujours liés. Et ensuite, réfléchir à notre récit. Ensuite, ordonner, comme on a vu, faire une frise chronologique, ordonner les faits, dater, faire face aux aspects émotionnels et toujours de tenter de donner un sens. C'est vraiment ce que, en fait, le souvenir et le récit, la base, le but, c'est de tenter de donner un sens. Et ensuite, quand c'est une expérience, une mémoire qui doit être collective, donc déjà, on va décider au niveau collectif
de quoi et comment on veut se souvenir. Par exemple, toujours pour revenir au Khurban, pour revenir à la destruction du temple, on décide de quoi on va se souvenir. Encore une fois, c'est ordonné, aleph, bet, voilà, on se souvient de ça, on se souvient de ça, on se souvient de ça. C'est soutenu par des mots, mettre des mots et des noms. Très important, mettre des mots et des noms. Et ensuite, toujours de faire le lien, comme on l'a vu, avec le passé. Voilà, c'est des choses qui sont... Il y a des choses, on peut faire... Voilà, le temps, il y a le passé, le présent, le futur, mais on peut aussi utiliser le passé pour comprendre le présent, établir des liens avec des événements précédents, et ensuite, on construit des rituels. Ensuite, voilà, on a décidé de se souvenir de ça, donc chaque année, on va faire ça. Chaque année, on va instituer un rituel pour vivre, pour le vivre, pour vivre cette date-là. Chouviv Sharm Shir. Donc voilà, on a cette idée-là sur du récit, de la date, important aussi de dater dans le temps, c'est très important. Je ne sais pas si vous rendez compte, mais par exemple, le 7 octobre, c'est devenu, c'est comme le 11 septembre, c'est devenu, au lieu de raconter l'histoire, on dit une date. Et la date, déjà, je sais pas, comme s'il y avait quelque chose dans le fait de dire une date qui est plus facile, et effectivement, peut-être c'est plus facile, que de mettre des mots. 1939, voilà, tout de suite, ça a une connotation pour tout le monde. La date, très important la date. Et ensuite, donc voilà, un rituel qui est institué, on va décider au niveau collectif quel va être le rituel. Je vais bien faire un shir. Alors maintenant, juste pour continuer, et donc on a beaucoup parlé des mots et des noms. Avec les élèves, on a fait ça. On leur a demandé, est-ce que vous pouvez réfléchir? Alors, avec les élèves, on a fait ça aussi par rapport au Aleph-Bet. On leur a fait ça avec Aleph-Bet. On leur a demandé de faire de prendre une grande feuille, d'écrire Aleph-Bet. On peut faire ABC aussi en français. Et pour chaque lettre, d'écrire un mot dont la signification a changé depuis 7 octobre. Comprendre que les mots qu'on utilise aussi sont tellement importants et donc la signification du mot, il y a des mots qui ont changé. Alors, j'aimerais vous demander de prendre 5 minutes et de m'envoyer par chat. Si vous avez 3 mots, de réfléchir voilà, quelques minutes et d'envoyer 3 mots, puis après on les lira ensemble. 3 mots, ceux qui veulent en chat. 3 mots qui ont changé, dont la signification a complètement changé depuis le 7 octobre. À quoi vous pensez? Si vous pouvez, voilà, réfléchir, on va lire le. Si vous pouvez envoyer à tout le monde, pour que tout le monde voit. Ami P. Occident. Ami, ouais. Attente. Attente, chouvi, c'est waiting. כאילו המתנה. בת שבע כתבה חברות, שלום ומערב. Salle d'attente, attente, ידידות שלום מערב. Pogrom, souffrance unie. Pogrom, c'est vrai que moi, personnellement, quand il y a eu le 7 octobre, bah, pogrom, pour moi, c'était vraiment quelque chose du passé. Et il a pris tout à coup une signification tellement actuelle que c'est très difficile à... Ouais. Souffrance unie, ouais. Voilà, bon, c'est empathie. Seul. Alors, il dit de solitude, ouais, complètement. Seul, ensemble, inversion. Inversion, ouais, j'aimerais bien une explication sur inversion. Ça m'intéresse beaucoup, ouais, j'ai en seul, ensemble, inversion. Haine, tristesse, prière. Ah oui, la haine, elle a pris une autre signification. Tristesse, prière. Voilà, s'il y en a qui veulent encore... On n'a pas le temps de tout voir, enfin, de s'arrêter sur solidarité, tout à fait, ouais. Otage, massacre, valeur. Otage, ouais. Massacre, valeur. Donc ça, on peut faire ça avec les élèves même, et après, on peut leur demander vulnérabilité, inversion de la réalité. Ah, ouais, ok. Mhm. Ouais. Inversion, interprétation aussi, ouais. J'aurais mis. Donc ça, avec des élèves,
on peut leur demander voilà, de faire un ABC et d'essayer de trouver des mots. Ben, bon, je parle plus pour des élèves du collège-lycée. Et ensuite, ce qu'on peut faire, c'est prendre, c'est les mettre au mur, mettre des petits post-it ABC et de mettre tous les mots qu'ils ont écrits. Et ensuite, ça fait comme un mur de mots et qui sont comme Echa, qui sont, on a fait ça une fois avec un groupe, c'était vraiment c'était impressionnant. J'aurais dû mettre des photos. Donc, c'est de Aleph Bet sur un mur. Vous avez toutes les lettres et tous les mots dont la signification, la charge de signification a changé, ou bien qui s'est accentuée. C'est des mots dont la signification n'a pas changé, mais dont la charge a augmenté ou diminué. Voilà. Donc, pour résumer, avec nos élèves, on peut créer une frise chronologique de l'événement avec les sources primaires que vous pourrez trouver sur le site, voilà, c'est pas obligé que ce soit sur le 7 octobre, ça peut être sur le souvenir en général, sur le récit en général, ça peut aussi virer sur le personnel, qu'ils apprennent, voilà, avec des sources visuelles de faire une frise chronologique. Écrire sur le mode des sources du passé, voilà, comme des keynotes modernes, des acrostiches, comme sur le mode de Etra, ça peut être Aleph Bet, ça peut être prendre un mot. On a reçu beaucoup de lettres aussi d'enfants qui écrivent aux soldats. Bon, au début de la guerre, on les réunissait. Il y en a beaucoup qui ne savaient pas comment aborder le sujet. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris une notion, encore un mot. Ils ont pris le mot shalom, par exemple, ou le mot milchama, ou le mot chayal, et dans leur langue d'origine. Et pour eux, c'était plus facile d'ordonner, parce que c'était trop dur à écrire. Bah, ils ont pris un mot, ils l'ont écrit, et puis ils ont fait, voilà, avec l'initiale de chaque mot, bah, ils ont écrit des phrases. Ça les aidait à mettre de l'ordre dans leur pensée. Et voilà, et constitue un lexique de mots dont la signification a changé après l'événement. Voilà pour quelques pistes avec les élèves. Je voulais faire un chiffre. Et pour un petit peu conclure, alors, je vous ai ramené ce que j'ai trouvé, que j'ai bien aimé, un extrait d'une femme rabbin à New York. J'ai lu son discours et voilà, j'ai pris un extrait que j'ai beaucoup aimé. Si vous bon, c'est traduit de l'anglais. Si vous connaissez notre... Et puis, alors, je tiens à dire que ça a été fait elle a prononcé ça pour Rosh Hashanah, le jour de Rosh Hashanah, et c'était en 2020, donc c'était avant le 7 octobre. Si vous connaissez notre histoire, vous savez que nous, Juifs, avons été constitués par la cassure. Et s'il y a une chose que j'ai appris récemment, c'est que nos textes et notre liturgie, dont la plupart ont été écrits pendant des famines, exils, des croisades ou des pogroms, me parlent plus que jamais en ce moment, parce qu'en réalité, ce n'est pas sans précédent. Et là, la phrase qui, pour moi, est importante, c'est « nous avons déjà été là ». Donc voilà, j'aimerais peut-être conclure avec ça et conclure avec une œuvre d'art exposée à la bibliothèque qui relie un petit peu à ce qu'on vient de lire. Je vais faire peut-être et qui pourrait peut-être, je vais tout de suite l'expliquer, qui peut-être pourrait conclure cette piste de réflexion par rapport aux souvenirs. Peut-être que c'est ça le devoir de mémoire. Voilà, une œuvre d'art qui s'appelle Le Temps brisé. Donc c'est une œuvre de l'artiste israélienne Michal Rovner qui expose aussi au Louvre, aussi à Gave, et qui est exposée à l'entrée de la BNI. Voilà, je l'ai filmé cet après-midi pour vous le montrer. Alors, je vous laisse le découvrir, ensuite on conclura. Ceux qui étaient à la bibliothèque, voilà, l'ont déjà vu. C'est une œuvre d'art que j'aime beaucoup. Donc, ce que vous voyez, c'est une pierre ronde cassée au milieu en forme de puits avec des silhouettes de personnes qui ont été filmées et dont tous les détails ensuite, pour les reconnaître, ont été enlevés. Donc, il n'y a que des silhouettes qui sont restées et qui sont projetées par en haut. Alors, je pense on n'a pas bien vu là, mais c'est projeté par en haut. Il y a un projecteur qui sont des silhouettes qui sont projetées sur la pierre, voilà, et qui bougent. Et elle a appelé ça le temps brisé. C'est-à-dire que bon, c'est très récurrent chez elle. Comme si l'histoire humaine, enfin l'histoire du peuple juif, et elle a représenté, elle aime représenter ça par des pierres et des silhouettes qui sont comme des lettres.
comme si les silhouettes étaient des lettres qui bougent, qui font le temps, qui font l'histoire, et qui doivent être tout le temps en mouvement pour ne pas être aspirées par, parce qu'au fond, on a le trou noir en fait de la vie qui peut nous aspirer. Et donc, tout le temps être en mouvement pour ne pas être aspiré donc, par cette spirale du temps. Et aussi, elle a représenté ça par une pierre cassée, comme une référence un peu, on va dire, aux tables de la loi cassées, qui doivent tout le temps rester, qui devaient rester tout le temps dans le Saint des Saints, dans le temple. Comme si le souvenir, en fait, doit être celui d'une histoire qui est basée sur une histoire de pierre cassée, de lettres, donc le récit, le souvenir, et d'hommes qui font l'histoire, parce qu'en fait, peut-être que je conclurai avec ça, peut-être que ce devoir de mémoire, c'est de se rappeler justement que on vit toujours sur une cassure et que cette cassure-là, c'est à nous de la vivre et de là à appeler la rédemption. Comme on voit dans Pessah, comme on voit avec la chaise vide, Eliyahu Hanavi et tout ce qu'on a vu sur les quatre langages de rédemption. Donc, je conclurai ce webinaire en disant voilà, que peut-être c'est ça le devoir de mémoire. On peut voir ça aussi avec les élèves. C'est de se rappeler que voilà, on est toujours sur la ligne de la cassure dans mais dans une dynamique de rédemption.